Et puis, Thibaut, je te passe la parole. Merci. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette petite présentation du langage Julia. Merci aussi à Xavier de m'avoir invité pour cet exposé. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais surtout vous faire une première introduction à Julia, pas des trucs très avancés, mais déjà, pourquoi est-ce que Julia pourrait être intéressant? Par exemple, pour des gens qui viennent d'un environnement Python ou R, mais aussi qui utilisent déjà Julia, par exemple, jusqu'en production. 2 ou 3 notes sur l'écosystème Julia, parce que beaucoup de gens l'ont dit, c'est un langage assez récent, surtout par rapport à Python. Julia date de 2012, Python les années 90, il y a un petit écart, mais ce n'est pas pour ça que Julia n'a pas d'avantage au niveau de l'écosystème. Ensuite, on passera sur les notebooks, en 3 parties, sur la syntaxe de base, puis on va manipuler des données génériques avec l'objet DataFrame, et on va finir sur quelques graphes. Du coup, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui pose la question si on pourra utiliser le notebook en local plutôt que collab. Oui, aucun problème. Normalement, il n'y a aucun problème. C'est ça. Justement, je montre ici les instructions si vous voulez l'utiliser en local. Donc, il faut installer premièrement Julia en local. Puis, il y a cette longue ligne de commande pour installer les dépendances. Puis, les 2 dernières lignes, c'est pour lancer l'installation du notebook version Julia. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je le laisse à l'écran encore un peu plus. Oui, dites-moi à distance. Je vais pas la lire. OK. C'est bon. Ouais. OK. Bon, en avant. Donc, avant de commencer, je vais faire un peu comme tout le monde, quelques mots de présentation. Donc, actuellement, je suis développeur chez Google Paris. Je ne travaille pas vraiment sur des sujets très spécifiquement donnés, plutôt que sur de la recherche opérationnelle pour l'optimisation de tournée de véhicules. Il n'empêche que pour ça, on reçoit des données de clients qu'il faut traiter, et parfois, il y en a énormément. Et elles n'ont pas forcément la même structure que des jeux de données tabulaires, c'est souvent des formes de graphes qu'on reçoit. Petit cocorico pour l'équipe, notre service est accessible depuis peu directement depuis Google Cloud, donc vous avez la documentation accessible, vous pouvez tester si vous voulez. Ça s'adresse plutôt à des entreprises comme UPS, FedEx et autres qui veulent organiser leur tournée, mais si vous voulez découvrir, pourquoi pas. Donc, auparavant d'être chez Google, j'ai fait une thèse CIFRE chez Orange en partenariat avec Centrale Supélec. Je travaille sur des problématiques de recherche opérationnelle, sur du routage réseau, mais aussi des algorithmes efficaces pour de l'apprentissage par renforcement. Pendant tout ça, je suis aussi un assez gros contributeur au logiciel libre, que ce soit en Julia avec Jump ou bien en C++ avec Qt et Dix, par exemple. Pour vous parler un petit peu plus de Julia, pourquoi est-ce que j'ai utilisé Julia? En fait, je l'ai utilisé la première fois en 2014 pour la fin de mes études, pour réaliser des projets dans le cadre d'une optimisation stochastique et robuste. C'était de petits scripts à gauche, à droite, il n'y avait rien de très structuré. Mais directement après, j'ai travaillé sur des problématiques de gestion de barrage. Et là, j'ai pu utiliser Julia pour faire un véritable paquet que des gens peuvent utiliser pour optimiser leur barrage, par exemple. Ce sont des résultats qui sont utilisés déjà en Belgique, par exemple. À côté de ça, je suis passé sur de l'optimisation de processus industriels. Et là, à nouveau, j'ai pu utiliser Julia pour faire une solution très structurée pour rentrer des données, faire de la modélisation d'une manière assez agréable pour l'utilisateur. Ensuite, je suis passé en thèse. Et là, j'ai commencé à faire de l'optimisation de réseaux informatiques. Et là, on peut dire que les mêmes avantages de Julia sont retrouvés. C'est-à-dire que pour des problématiques de recherche opérationnelle, c'est très facile à faire. On peut faire une interface assez sympa pour l'utilisateur, avoir une bonne performance. Donc, dans ces 3 derniers projets, il y avait surtout de l'analyse de données, réaliser des modèles statistiques des données que j'ai obtenues et optimisation stochastique et robuste. En parallèle, dans ma thèse, j'ai aussi travaillé sur des bandits combinatoires avec 2 nouveaux paquets. Là, c'était des algorithmes beaucoup plus combinatoires, donc vraiment faire des boucles, faire beaucoup de petites sélections, beaucoup de conditions. Et pour ce genre de choses aussi, Julia était très pratique à utiliser. Côté libre, j'ai développé quelques extensions pour Jump. Donc ça, c'est une bibliothèque de recherche opérationnelle dont je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Je me suis focalisé sur des extensions de programmation par contrainte. Et maintenant, on peut en venir vraiment au cœur de cette présentation, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on voudrait découvrir Julia? Mais souvent, les gens opposent Julia à Python. Mais ils ont 2 problèmes avec Python. La première, c'est la performance du code. Si on envisage de faire quelque chose comme une multiplication de matrices nativement en Python,
la performance va être tout simplement horrible. Pour ça, souvent, les gens utilisent NumPy. Mais qu'est-ce que c'est, NumPy? C'est une bibliothèque Python, mais écrite en C, en C++, en Fortran. Donc, pour avoir un code Python performant, il faut utiliser un autre langage. C'est quand même un peu dommage. Mais tout n'est pas acheté dans Python, très très loin de là. Python est une syntaxe extrêmement agréable, qui est très facile à apprendre. On peut être très productif en Python. Franchement, la syntaxe, elle est vraiment là. C'est juste que l'implémentation derrière, elle n'est pas forcément géniale. Mais aussi, la syntaxe ne permet pas toujours d'implémenter tout aussi efficacement que ce dont on en aurait besoin. Julia vraiment cherche à être une réponse à ces deux aspects. Pourquoi est-ce qu'on doit faire un compromis entre la performance et la facilité d'utilisation? Julia tente vraiment d'avoir les deux. Mais avant de plonger vraiment dans Julia, on peut se demander si les développeurs ont réussi cette tâche, d'avoir un langage qui peut être performant. Donc ici, c'est un premier test de performance qui a été effectué en 2020 pour des tâches très génériques, donc, par exemple calculer pi ou effectuer du calcul matriciel. La première colonne en gris correspond au langage C. On définit ça comme la base, qui vaut 1. Ensuite, on va comparer tous les autres langages en temps de calcul pour les mêmes problèmes. Donc, on voit que Julia est aux alentours des mêmes performances que le C, comme d'autres implémentations comme Rust ou Go. Par contre, Python, dans certains cas, on est très proche du C. Le cas d'une multiplication matricielle, on fait appel à NumPy. Ou alors, on peut complètement exploser en termes de temps de calcul. Pour R, on a à peu près le même résultat. Donc là, on peut se dire que déjà, pour ces premiers tests très génériques, Julia peut se tenir niveau performance. Ces tests ont été effectués en 2020. C'était avec une très vieille version de Python pour les standards actuels, depuis les versions 3.10 et autres. Les choses ont beaucoup changé. Donc ça, il faudrait peut-être refaire le graphique. Mais pour un groupe de data scientists, ce n'est pas forcément ces tests de performance-là qui sont les plus intéressants. Donc ici, c'est une comparaison de plusieurs bibliothèques de data frames qui a été effectuée en 2020. Donc ici, c'est une opération d'un group by sur un jeu de données de 50 gigas. Et les bibliothèques sont triées par performance décroissante. Donc tout au début, on trouve Rust, ce qui paraît encore assez logique, R, qui est un langage vraiment ancien pour dans l'analyse de données, mais qui se comporte extrêmement bien en performance. Puis vient Julia et des systèmes de base de données. Tandis qu'avec Pandas, on n'arrive même pas à charger le jeu de données, en fait. Donc, si on passe de Python à Julia, dans ce cas-ci, on garde une syntaxe assez agréable, que je vais vous montrer plus tard, et on arrive à traiter des jeux de données beaucoup plus gros sur la même machine. C'est ce qui est déjà très intéressant à faire. Julia aussi beaucoup fait parler de lui en 2021 pour de la lecture de fichiers CSV, parce qu'apparemment, c'était l'implémentation la plus rapide pour lire des fichiers CSV, surtout en parallèle. Donc ici, c'est un test pour lire à peu près 1 million de lignes en CSV. Le bloc rouge correspond à Julia, en bleu Python et en jaune R. Donc, grosso modo, on voit que R a une performance abyssale par rapport aux autres. Python, selon la bibliothèque qu'on utilise, elle peut être assez bonne, tandis que Julia arrive à lire ce fichier en une demi-seconde. À titre de comparaison, en R, on est à 5 secondes dans certains cas. Donc là, il y a effectivement quand même quelque chose. Finalement, un sujet qui est beaucoup plus intéressant pour moi professionnellement, mais je ne sais pas exactement ce que vous traitez comme données, c'est du calcul sur des graphes. Donc, encore une fois, ce graphique n'est pas très lisible à l'écran. Désolé, je n'ai pas les sources d'origine, donc je n'ai pas pu le refaire. Donc, la première colonne compare les temps de chargement d'un graphe, tandis que les 4 suivantes, des opérations sur ces graphes. En vert, c'est la bibliothèque Julia, et dans toutes les autres couleurs, ce sont des bibliothèques en Python. Donc, on voit que Julia, pour ce qui est de création de graphes et les charger, ce n'est pas génial, mais après, pour ainsi dire, on ne voit plus la barre en Julia, tellement les opérations sont rapides. On peut par exemple le comparer à un NetworkX qui n'est même pas sur le graphique, tellement il est lent. Donc, ceci, c'était des tests effectués en 2020. Donc, niveau performance, on dirait que Julia a quand même quelque chose à donner. Il y a moyen d'avoir un nouveau langage et une très bonne performance. Mais ce n'est pas tout. Si vous êtes le seul à utiliser Julia, c'est un peu dommage parce que vous êtes sûr que vous n'aurez pas d'aide, il n'y aura pas de bibliothèque. Mais l'avantage, c'est que ce n'est pas le cas. Donc,
Pour commencer, Google, par exemple, a fait un prototype de solver linéaire qui s'appelle PDLP. La première version a été développée en Julia. Et puis, à un moment, il a été décidé de passer en C++ parce que l'immense majorité du code Google est en C++. Mais cette transformation n'a jamais été effectuée pour la performance. C'était juste pour l'intégration dans l'écosystème C++. Ensuite, Jupyter ne s'est pas toujours appelé comme ça. Au début, c'était IPython. Et qu'est-ce qu'on voit dans Jupyter? On voit un Py pour Python et Ju pour Julia. À l'origine, c'est pour ça qu'ils ont envisagé de changer de nom pour être un peu plus générique, s'ouvrir à plus de langages. Là, oui, une question? Oui, si vous avez des questions à distance, n'hésitez pas. Hein. Même en local. Lever le bras sera peut-être plus rapide pour vous remarquer, mais voilà. Donc, la Banque centrale de New York a utilisé Julia pour réécrire un code de simulation économique assez complexe. Et ils ont pu remarquer que le code était plus rapide, beaucoup plus rapide, vu qu'il était 10 fois plus rapide que leur code précédent en MATLAB. Pfizer, dont on a beaucoup parlé depuis l'année 2020 à peu près, pour des problèmes de pharmacologie, a aussi envisagé de passer son code C++ en Julia. Et là, ils ont remarqué qu'ils pouvaient avoir des temps d'exécution divisés par 175, ce qui n'est pas négligeable. La différence de temps d'exécution n'est pas uniquement due à Julia, c'est aussi parce qu'avec ce langage-là, on a un accès extrêmement facile au GPI. Il suffit de changer comme l'allocation des tableaux et normalement, tout le reste du code fonctionne directement sur GPI. Ce n'est pas pour ça qu'il est optimisé pour GPU comme d'habitude, mais au moins il tourne dessus. Il y a aussi l'INPE au Brésil, qui est l'agence spatiale, qui a utilisé Julia pour effectuer des calculs pour une de ses missions spatiales. En outre de ces gros clients de Julia, on a aussi une communauté sur GitHub qui est extrêmement publique. L'objectif vraiment du langage et grosso modo de tout son écosystème, c'est que ce soit très facile de contribuer à de nouveaux projets. Donc, il suffit d'ouvrir une pull request sur GitHub et on a des gens qui commencent directement à commenter ce qu'on vient de faire. Il y a aussi un calendrier public des réunions principales dans l'écosystème. Donc, il y a des groupes de travail sur du GPI, du HPC, apprentissage. Et il y a un calendrier qui présente ces réunions. Donc, si on veut aller rejoindre ces réunions de travail, c'est extrêmement facile. Pour obtenir de l'aide, il y a un forum sur Discourse, il y a aussi un tag sur Stack Overflow, il y a plusieurs plateformes de chat. Et là, il y a vraiment de gros utilisateurs, des développeurs du langage qui participent. Il y a aussi une conférence majeure qui est la JuliaCon, active depuis 2014, qui ne s'est pas arrêtée pendant la pandémie. D'ailleurs, la prochaine édition aura lieu fin juillet 2023 aux États-Unis, à Cambridge. Elle est aussi accompagnée d'un journal un peu plus académique, les Proceedings of the JuliaCon Conferences. Et vraiment dans l'écosystème Julia. Donc ici, j'ai pris 3 aspects qui me paraissent très importants pour tout ce qui est analyse de données. Donc, tout d'abord, il y a le paquet dataframes.jl, qui est l'équivalent de Pandas en Python ou bien de dataframes en R, qui fournit vraiment toutes les interfaces dont on pourrait avoir besoin. Mais il y a aussi tables.jl, qui montre vraiment que dans les communautés Julia, il y a une certaine importance pour l'abstraction. Tables.jl est une interface abstraite pour beaucoup de formes de tableaux, que ce soit un fichier CSV, une base de données ou un data frame. Donc, si un paquet veut travailler sur des tableaux, mais sans spécifier forcément que c'est un objet data frame, il peut dépendre uniquement de tables et utiliser cette interface-là. Pour la visualisation, on a plusieurs interfaces de haut niveau pour créer ces graphiques, qui ressemblent par exemple à MATLAB ou à PyPlot, qui sont plots.jl et Makey.jl. Ceux qui préfèrent ggplot en R pour utiliser une interface à la Grammar Graphics, il y a Algebra of Graphics. Mais encore une fois, au niveau abstraction, il y a encore l'interface Recipes-Base, qui sert à faire une interface entre des types que vous pouvez développer et un moteur de rendu. C'est-à-dire que vous pouvez définir, par exemple, votre propre structure de série temporelle en disant « moi, je veux, dans ces structures, afficher tel champ ». Avec ce paquet, vous pouvez le faire et votre nouveau type sera reconnu par beaucoup de paquets dans l'écosystème. Il y a aussi des moteurs de rendu qui soient soit natifs, c'est-à-dire écrits en Julia, soit non natifs comme GR, PyPlot et beaucoup d'autres. Pour l'apprentissage, il y a, comme dans beaucoup d'univers, une belle séparation entre l'apprentissage profond avec Flux.jl, qui fournit une interface très similaire à TensorFlow ou PyTorch, et une interface de l'apprentissage plus classique avec MLJ,
qui est en fait très similaire à scikit-learn, c'est-à-dire avec une interface commune pour une grande famille d'algorithmes. Pour tous ces paquets, on utilise un seul gestionnaire de paquets, PKG, qui est installé de base avec Julia. On peut utiliser le dépôt global et public de paquets ou alors son propre paquet privé. PKG a aussi une interface de gestion des dépendances binaires entièrement multiplateforme et intégrée. Donc, quand vous voulez installer une bibliothèque et une petite dépendance binaire, par exemple pour utiliser une bibliothèque qui existe déjà, ça fonctionne nativement, sans problème, tout est déjà compilé pour votre plateforme. Un énorme avantage de PKG par rapport à, par exemple, Anaconda, c'est la rapidité. Grosso modo, installer un paquet avec PKG ou Anaconda prend autant de temps. Mais la différence, c'est qu'en Julia, le paquet sera déjà précompilé et très rapide à charger. Quelque chose que vous n'avez pas vraiment avec Anaconda. Et aussi, quand il y a un petit problème de dépendance avec PKG, on vous dit exactement comment résoudre un problème de compatibilité de dépendance. Anaconda, ça ressemble beaucoup à « Désolé, moi je suis en vacances ». C'est dommage. Julia, au moins, n'a pas ça. Pour les environnements de développement, il y a une extension pour Visual Studio Code qui est vraiment préférée. Vous trouverez encore beaucoup de références à Juno qui était une extension pour Atom, mais depuis, tous les développeurs sont passés à Visual Studio Code vu qu'à peu près Atom n'est plus développé. Si vous voulez des interfaces de calepin à la Jupyter, il y a le noyau Julia pour Jupyter, simplement, ou alors Pluto.jl, qui est une interface très similaire, mais sur des principes assez différents, qui est entièrement réactif. Donc, si avec Jupyter, vous avez déjà des problèmes d'état, c'est-à-dire qu'il faut que le résultat d'une cellule ne dépend pas de la dernière valeur des variables, mais ce qui était quand vous avez exécuté la cellule, avec Pluto, ça n'arrivera pas, vu que tout est recalculé dès qu'une valeur change. Exactement comme Excel. Et aussi très rapide. Voici donc pour l'introduction très générique à Julia. Je n'ai pas encore parlé de code, mais ça va venir. Vous avez quelques questions, remarques sur ce que j'ai dit jusque-là? Ou pas forcément? À distance, il y en a qui a une question, une remarque? Non, moi j'ai une question, mais qui n'est pas spécifique à Julia. C'est Oui. que j'ai une petite interrogation sur comment on peut dire que Julia est développée en Julia. C'est ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai. En bonne partie. Sans remonter à une sorte de racine qui est qu'au départ, il est bien codé dans autre chose que Julia. Et là, c'est une manque de culture de mon côté sur la mécanique de fabrication d'un code, d'un langage, je veux dire. Alors, Oui. si ce n'est pas le moment, on n'est pas obligé de me répondre ici. Oui, bon, je peux faire une réponse en 1 minute. Donc, l'objectif à terme, c'est que tout soit écrit en Julia. Mais pour le moment, vraiment, il y a un cœur qui est écrit dans un mélange de C++ et de Lisp pour l'analyse syntaxique du code, mais aussi tout ce qui est interface avec LLVM pour la compilation du code. Mais c'est vraiment le noyau, quelques fonctions strictement nécessaires qui ne peuvent pas encore être écrites en Julia, qui le sont dans un autre langage, mais tout le reste, autant possible, toute la bibliothèque standard est écrite en Julia, parfois avec des appels à des fonctions C. Donc, des choses comme le garbage collector seront plutôt écrites en C plutôt qu'en Julia pour le moment. Mais sinon, Oui, très bien. Merci. Beaucoup de fonctionnalités comme du calcul parallèle le sont en Julia pour le moment. Merci. Donc, pour la syntaxe de base, une grosse différence entre Julia et Python, c'est que l'indentation n'est pas importante en Julia. C'est un choix comme un autre. Pour définir un bloc, on n'utilise pas 2 points puis une indentation, on a plutôt un mot-clé et le bloc se termine par un « end ». C'est un choix comme un autre. Et un autre choix comme un autre, c'est pour les chaînes de caractères. En Python, pour concaténer 2 chaînes de caractères, on utilise plus. En Julia, ce sera fois. Si on veut répéter une chaîne de caractères, en Python, on utilisera fois. En Julia, on utiliserait une puissance. Une différence un peu plus fondamentale, c'est qu'en Julia, on peut représenter un caractère explicitement avec des apostrophes, tandis qu'une chaîne de caractères, ce sera avec des guillemets. En Python, c'est un peu plus. Tout est une chaîne de caractères. Ensuite, ce qui permet à Julia d'être très rapide à l'exécution, c'est souvent les types. Donc, quand on crée une liste, soit en Python, soit en Julia, la liste n'est pas typée. On peut mettre à peu près ce qu'on veut dedans. Après, si on veut ajouter un type pour tous les éléments de cette liste, en Julia, on précise le type juste devant la liste. En Python, ce qu'on peut faire, c'est appeler NumPy.
bien souvent. Donc, on a parlé des listes. C'est sûrement le point le plus problématique pour beaucoup de gens dans la syntaxe de Julia, c'est que le premier élément est numéro 1 et pas 0. Voilà, j'entends déjà presque quelques rires jusqu'ici. Le dernier élément ne s'appelle pas -1 comme en Python, mais on utilise le mot-clé end. Et une dernière différence quand on gère des listes, c'est quand on fait une plage de valeurs. Par exemple, ici, pour récupérer entre la première et la dernière valeur, la dernière valeur n'est pas incluse dans la plage. Donc, quand on fait 1, 2 points, -1 en Python, on va jusque -1 exclu. En Julia, quand on va du premier élément, enfin du deuxième élément jusqu'à l'avant-dernier, le dernier élément est inclus. Julia ne dispose pas de classe à proprement parler. Voilà, c'est un choix que les développeurs ont fait. Ça revient à certains problèmes plus philosophiques sur l'organisation des méthodes dans le langage, tandis que Python est un langage orienté objet beaucoup plus classique. En Python, quand on veut faire une structure de données immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en changer les valeurs, on doit utiliser une syntaxe un petit peu compliquée, par exemple un tuple nommé. En Julia, ce sera un struct avec une série de champs. Si on veut pouvoir changer les valeurs, en Python, ce sera plutôt une data class. En Julia, on ajoute le mot-clé mutable. C'est-à-dire que quand on crée une structure, par défaut, on ne peut pas changer les valeurs une fois que l'instance est créée. C'est encore un choix parce que, en général, quand on a des structures dont les valeurs ne changent pas, on peut optimiser le code beaucoup plus. Donc, à peu près toute la syntaxe est prévue pour permettre l'optimisation du code à la suite. Mais il n'y a pas que la syntaxe qui permet d'avoir une implémentation du langage rapide. Julia propose une forme de compilation à la volée, un petit peu comme les prochaines versions de Python. Donc, c'est une compilation. Tout le code est compilé, en fait, avant d'être exécuté. Jusqu'ici, j'ai peut-être parlé d'un interpréteur Python de Julia. C'est en fait un abus de langage, vu qu'il n'y a pas vraiment d'interpréteur dans Julia. Tout est compilé puis exécuté. C'est-à-dire que dans certains cas, le code plus simple sera sûrement plus lent en Julia qu'en Python, mais ce n'est pas le code le plus important. Ce n'est pas lui qui prend le plus de temps à l'exécution. Il y a aussi une caractéristique qui est assez unique à Julia et qui permet justement cette performance, c'est les multiméthodes. C'est-à-dire que le code qu'on va exécuter pour une opération va dépendre du type de tous les arguments de la fonction, et pas juste de un argument ou 0. C'est un petit peu à l'opposé de ce qu'on fait en C++, en Java, en Python, où quand on a un objet, on peut réimplémenter certaines méthodes, mais le code qui sera exécuté va juste dépendre du type de l'objet, c'est-à-dire d'un paramètre, mais pas vraiment de tous les paramètres que l'on passe lors de l'appel de la fonction. Une petite différence sémantique aussi spécifique à Julia entre fonction et méthode. La fonction, c'est juste un nom, donc plus, ce serait une fonction, read est une autre fonction, et on peut partager ces fonctions entre plusieurs paquets, comme la fonction filter, qui est définie de base pour filtrer les éléments dans des listes, qu'on peut aussi utiliser sur un data frame. Une méthode serait une implémentation spécifique d'une fonction avec les types de chacun des arguments. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la syntaxe très, très basique et de très haut niveau de Julia. Des questions sur ces premiers éléments? Oui, c'est justement ce qui va venir maintenant. Je vous ai envoyé par mail les 3 notebooks. Si jamais vous les avez pas reçus, regardez dans vos spams, parce que des fois ça arrive dans les spams, ou manifestez-vous, je vous le renverrai. Voilà. Tout le monde a reçu les notebooks? Les notes, c'est bon? Moi, j'ai reçu. Ouais, c'est bon. Je les ai Super. reçus, ouais. Ok, super. Donc, vous les utilisez en local ou sur Colab? Non? Parce que ça peut avoir certaines différences maintenant. Donc, voilà. Bon, Je suis VR, on va dire, oui. Pardon? plutôt collab, c'est ça? Oui. Parce que là, l'installation est un peu plus compliquée. Il faut vraiment lancer la première cellule, recharger la page, et puis on a accès à Julia très facilement par la suite. Mais il y a cette petite étape à faire une fois par notebook. Je commence cette partie notebook.
Ils sont encore en train de charger. Ah, ok. La salle de Julien. Oui. Sinon, je peux déjà commencer à montrer les premiers résultats. Donc, on va commencer très, très soft avec Julia, avec juste de l'affichage du code. Je n'ai pas fait un Hello World, mais franchement, ça y ressemble un peu. Voilà. Avec la fonction println pour afficher une chaîne de caractères. Donc ici, j'affiche juste vive Julia. On pourrait tenter de faire un truc légèrement plus compliqué avec une concaténation de chaînes de caractères. Donc ici, version, c'est une constante globale qui contient la version locale de Julia et qui a pour type un version number, ce qui est très pratique quand on fait du développement, par exemple, pour comparer deux versions. Mais quand on veut l'afficher simplement, ça fait un petit problème, vu qu'il n'y a pas moyen de concaténer directement une chaîne de caractères et un numéro de version. Donc vraiment, les types dans Julia sont extrêmement importants. Ce n'est pas comme en JavaScript où on peut concaténer tout et n'importe quoi. Julia, lui, veut vraiment que vous fassiez les choses un peu plus proprement. Ce n'est pas pour ça qu'on doit abandonner toute idée de faire des concaténations de tout et n'importe quoi, mais il faut vraiment dire qu'on veut une conversion en chaîne de caractères, en utilisant ici le string pour convertir un objet en chaîne de caractères. La syntaxe n'est pas forcément géniale quand on fait ça, donc il y a aussi moyen de faire de l'interpolation de chaîne de caractères. Donc ici, on utilise $, puis la variable que l'on veut afficher. Ici, par exemple, la version. On peut mettre des parenthèses si on veut calculer une expression un peu plus complexe. Voici le résultat. Et là, l'objet version a été transformé en chaîne de caractères automatiquement. Quand on définit une variable en Julia, l'interpréteur va chercher automatiquement le type le plus précis pour cette variable, que l'on peut récupérer avec la fonction typeOf. Donc ici, quand on crée un entier, 42 par exemple, l'interpréteur trouve que c'est un int 64 sur 64 bits, ce qui paraît tout à fait décent. Un nombre à virgule flottante, ce sera un float 64. Un caractère, un K, tandis qu'une chaîne de caractères, ce sera un string. Mais pour tout ça, c'est le compilateur qui va lui-même déterminer tous les types sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Et ce n'est pas parce qu'il y a une variable à un type que son type est forcément fixé et ne peut pas évoluer avec le temps. Donc ici, j'ai défini la variable A comme étant un entier, mais par la suite, ça peut rester un entier, ça peut devenir un caractère tout seul. Ça ne pose aucun problème à Julia. Pour le débogage, on peut utiliser un @show avec une expression. Et ça va afficher en résultat l'expression égale et sa valeur, ce qui est extrêmement pratique plutôt que juste un println où on va juste voir la valeur. Oui. Du coup, là, avec ton @show, en fait, tu printes la ligne de commande, en gros, qui a… C'est ça, oui. Mais du coup, il va chercher laquelle? Parce que tu avais fait un A égale 42 et un A égale… Il va prendre la dernière valeur. Il prend la dernière valeur. Oui. Il ne te prend pas toutes les… Non. Et peu importe ce qu'on met ici, il va toujours afficher l'expression complète. Donc, si on ajoute un truc un petit peu plus compliqué comme un deuxième caractère, il va afficher l'expression, variable, concaténation avec un autre caractère. Donc, c'est vraiment toute l'expression qui est affichée et pas juste son résultat. Il y a aussi quelque chose de bien sympa avec Julia, et ça, c'est quelque chose qui va nettement moins bien fonctionner pour ceux qui utilisent Colab, c'est la gestion d'Unicode. C'est-à-dire que ici, je peux définir une variable dont le nom contient des caractères Unicode, comme un gamma. Ou alors une regex qui contient aussi des caractères Unicode. Pour Julia, tout se passe comme si de rien n'était, ce qui est très pratique. Pour entrer un caractère en Unicode, le plus simple, souvent, c'est d'utiliser sa forme latex. Donc, si on met un / puis gamma, pour afficher un gamma, on fait tab, et c'est retransformé dans le caractère gamma. Quand on fait du calcul scientifique, par exemple, ça permet d'avoir une notation qui est très, très proche des mathématiques, parce qu'on ne doit pas écrire des noms de variables gamma extrêmement longs, on peut juste utiliser le symbole dont on a l'habitude.
Ça va jusque-là? Excusez-moi, Moi, j'ai une petite Oui. question. ça veut dire Ah, pardon. qu'on peut avoir des notations vraiment complexes en LaTeX? Attendez, on va commencer par Frédéric. Je dis, oui, excusez-moi, je disais, est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir des notations très complexes? Oui. Comme en LaTeX, on peut vraiment construire une variable avec des indices ce Oui. qu'on veut, quoi, ou- Oui, enfin, en utilisant les caractères d'indice. Parce que si, à un moment, l'interpréteur Julia peut aussi comprendre certains caractères Unicode comme des opérateurs, Ah, ce qui est utilisé par beaucoup de bibliothèques. Donc, en général, ça suit beaucoup le sens de ce qu'on écrit dans la texte, simplement. très bien. C'est quoi la commande pour transformer le slash gamma en. Tab. Mais ça ne va pas fonctionner en collab. Ah, ok. C'est un problème de collab. Bon, voilà. Marc, je crois que tu avais une question aussi. Oui, en fait, moi, quand je suis dans Collaborator Google, il m'interprète mon Julia comme du Python. Mais du coup, j'ai switché sur Visual Code Studio et du coup, Oui. je me débrouille en local. OK. Parce que sur Collab, il faut d'abord exécuter la première cellule, puis recharger la page. Et là, normalement, il reconnaît le noyau Julia. Ah, ok, merci. Maintenant, on peut passer à des choses qui ressemblent un petit peu plus à du NumPy, c'est-à-dire définir des tableaux avec un type. Donc ici, je définis un tableau A avec 3 valeurs, 3 entiers, 1, 2 et 3. Mais je précise le type ici devant le tableau pour forcer Julia à bien s'assurer que c'est un tableau d'entiers. Donc ici, quand j'exécute, il trouve que c'est bien un vecteur d'entiers. Tandis que si j'avais mis un nombre à virgule flottante dans ce tableau, il aurait donné une erreur. Donc si on exécute ceci, oui, sans commentaire, c'est mieux. Il dit qu'il ne peut pas convertir ce nombre à virgule flottante en un entier parce qu'il ne peut pas faire la conversion de manière exacte. Une question? Non, c'était la question que j'avais posée. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, une belle erreur. Et si on met une chaîne de caractères, on aura une autre erreur, mais ça veut toujours dire on n'a pas pu convertir un objet, ici une chaîne de caractères, en un entier. Donc, toujours, Julia est vraiment très strict sur les types. On ne peut pas commencer à mélanger des choses quand on lui avait demandé au début de ne pas mélanger ces choses-là. Dans le message d'erreur, du coup, l'erreur principale, on va dire, elle est plutôt du coup tout en haut. Oui. Versus Python, en général, Elle est tout en bas, oui. D'abord, il y a l'erreur et puis toute la stack trace. Et en général, quand il n'arrive pas à trouver la bonne méthode à exécuter, il dit, voici, j'ai tenté ces méthodes-ci. Et en rouge sont affichés les types sur lesquels il n'a pas pu faire la correspondance. Ce qui peut aider à définir la méthode qui manque quand il y en a juste une ou l'autre. Par contre, quand on mélange un peu tout et n'importe quoi dans un tableau sans lui donner de type, il va dire que c'est un tableau de type NI. Vraiment, on peut mettre tout et n'importe quoi. Derrière, le code qui sera généré, ce sera à peu près la même chose qu'en Python, c'est-à-dire un code assez lent. Mais on a la possibilité si on veut. Donc, toujours, Julia va inférer le type le plus précis possible. Ici, je n'ai pas prévu de type pour ce tableau-là, et il infère directement que c'est un entier, parce qu'il a vu qu'il y avait 3 entiers. Si j'avais un nombre à virgule flottante, il trouve qu'on peut convertir très facilement des entiers en virgule flottante sans rien perdre. Donc, le tableau aura maintenant un type de nombre à virgule flottante. Pourquoi est-ce que c'est là? Enfin bon, voilà. En Julia, il y a une série de fonctions dont le nom se termine par un point d'exclamation, à l'exception de. Ça veut dire qu'on va modifier, et conventionnellement, c'est le premier argument qu'on modifie. Donc ici, push à 4, ça veut dire qu'on va envoyer l'élément 4 dans le tableau A. Donc cette convention est respectée autant que possible dans la bibliothèque standard par énormément de paquets, ce qui permet de ne pas trop perdre de temps en pensant à tout ça. Même dans ce genre de méthode, Julia respecte de manière très précise les types, c'est-à-dire que si je veux mettre ici le nombre de l'heure qui vaut à peu près 2,5, dans le tableau A qui ne contient que des entiers, il va refuser l'opération, parce qu'on ne peut pas transformer un nombre à virgule flottante en un entier sans perte.
Par contre, on peut très bien l'ajouter dans un tableau qui est déjà, qui contient n'importe quoi. Oui. Ah oui, du coup, il t'affiche E égale et pas la valeur de E. Oui, parce que ce n'est pas vraiment un nombre à virgule flottante, c'est plutôt la constante E. Ce qui est parfois utile dans certains cas. Mais dès qu'on fait un calcul dessus, ça devient un nombre à virgule flottante. Donc, par exemple, si on fait un E plus 2, il va bien trouver que ça fait 4 et une bricole. Cette valeur, elle est native dans l'interpréteur. Alors, par exemple, si on prend pi aussi, il va mettre pi égale 314. C'est ça. Et si on fait un E plus pi, il va trouver ça. Tandis que si on prend les valeurs séparément, par exemple, dans un tuple, il va vraiment se souvenir que c'est E et pi et pas juste des nombres à virgule flottante arbitraires. Ce qui est aussi utile quand on fait des calculs avec une très haute précision, parce que dans ce cas-là, l'interpréteur ne fixe pas forcément pi ou E ou autre constante à une longueur donnée. C'est vraiment la constante elle-même qu'on convertit après en fonction de ses besoins. C'est pour des utilisations beaucoup plus avancées du langage. Pour les dictionnaires, il y a le type dict. Et ici, on précise entre accolades les types, d'abord la clé, et puis la valeur à stocker pour chaque clé. Comme d'habitude, ce type est optionnel, mais si on le met, ça permet au compilateur de générer un code beaucoup plus efficace. Pour chaque entrée, on précise la clé, une flèche, puis la valeur qu'on va y donner. C'est le genre de notation qu'on peut aussi utiliser pour des transformations de data frame, que je noterai dans un instant. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur cette utilisation assez basique? Sur les premiers principes du langage? Non, juste comment tu récupères ta valeur pi, du coup tu fais un D 1 ou entre parenthèses. C'est ça, avec des crochets pour récupérer la valeur d'une clé qui correspond à une clé. C'est la même syntaxe que pour un tableau, sauf que là, c'est la clé plutôt qu'un indice. Donc là, on va pouvoir passer aux data frames. Ici, j'ai une série de modules à utiliser qui sont classiques comme dans les cas des data frames. Donc, il y a le paquet de base. Il y a un dataset qui donne accès à tous les jeux de données qui sont livrés en standard avec R. Statistics, qui est une bibliothèque standard en Julia, qui fournit la fonction min. Oui, parce que toutes les fonctions ne sont pas disponibles de base en Julia sans un petit using quelque chose, histoire d'éviter de charger des millions de fonctions dès qu'on lance une session Julia. Et puis, il y a Chain qui fournit une interface très sympathique quand on doit faire plusieurs transformations en chaîne. Mais ça, je vais vous montrer ça à la fin. Donc, ici, on va charger un premier jeu de données, le iris classique qu'on a en paire. On a fait changer juste quelques lignes. Donc là, parfois, il doit aller le récupérer en réseau, ce genre de choses. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Donc, dans l'indexation, avec les data frames en Julia, ce n'est pas la même chose qu'avec Pandas, c'est-à-dire que c'est à peu près la seule syntaxe d'indexation qu'il y a avec les data frames. Il n'y a pas des iData et ce genre de choses à utiliser. Il y a juste celle-là, avec toujours deux parties dans l'index. D'abord les lignes et puis les colonnes. Donc ici, on prend juste les lignes 1, 51 et 101 et toutes les colonnes. Si on veut sélectionner juste une seule colonne, on peut utiliser un... Oui. Excuse-moi, mais si tu as pris les lignes 1, 51, 101, mais les hauts, là, c'est 1, 2, 3, c'est ça? Oui, du coup, parce qu'il les a renommés, oui. Automatiquement. Enfin, il n'y a pas vraiment la notion de numéro de ligne qui est stocké dans l'objet data frame. Si on veut, il faut le stocker soi-même. Le symbole 2 points veut dire tout pour les data frames, mais aussi quand on gère des listes et des tableaux. Donc ici, ça veut bien dire quelques lignes et toutes les colonnes. On peut faire l'inverse pour dire toutes les lignes, mais une seule colonne, comme du sepal length. Et dans ce cas-là, on récupère juste un petit vecteur.
Ici, la notation est un peu compliquée parce que j'ai mis une apostrophe pour que ça ne prenne pas trop d'espace à l'écran quand je l'affiche. On peut aussi utiliser la fonction select pour sélectionner juste un sous-ensemble de colonnes qu'on peut donner soit par nom, soit par numéro. Par nom, on peut le faire de deux manières, soit avec une chaîne de caractères, qui est le nom de la colonne, soit avec un symbole. Donc un symbole en Julia, c'est comme une chaîne de caractères, sauf que l'interpréteur va la représenter juste par un nom, ce qui permet d'être extrêmement efficace dans certains cas. Par contre, on ne peut pas utiliser n'importe quoi comme nom de colonne. Si un espace, par exemple, pour le symbole, c'est mal barré. Tandis qu'avec la chaîne de caractères, il n'y a aucun problème. Donc ici, il y a juste les 3 colonnes qui sont sélectionnées, dans l'ordre où on les a mises dans le select. On peut aussi faire une sélection en disant ce qu'on ne veut pas, pour avoir toutes les autres colonnes. Donc ici, on prend tout, sauf la deuxième colonne, et on récupère les 4 autres. On peut faire une sélection sur des critères un petit peu plus précis. Donc, par exemple, ici, toutes les colonnes dont le nom se termine par len. Donc, cette expression est un petit peu plus compliquée que précédemment. Et elle montre vraiment à quel point Julia s'inspire beaucoup de langage fonctionnel. Donc, à l'origine, il y a le nom de la colonne qu'on veut sélectionner, enfin, le critère de sélection des colonnes, qui est length. On veut toutes les colonnes qui se terminent par ce length. Mais ceci, en fait, c'est une fonction qui renvoie une fonction, qui renvoie true chaque fois que le nom de l'argument se termine par length. Et ensuite, on peut passer l'argument à select pour renvoyer les 2 colonnes dont le nom se termine par length. Donc ça, c'est un petit exemple de qualification très habituelle pour la programmation fonctionnelle. Et ici, on peut l'utiliser de manière très sympathique, dans ce cas-ci, pour sélectionner quelques colonnes. Vous avez un peu compris le principe ou j'explique un petit peu plus? Parce que je me dis que ce n'est pas forcément le genre de choses le plus habituel pour tout le monde. Personne n'ose dire, mais un deuxième tour, c'est pas mal. Ok, donc, je cherche toutes les colonnes dont le nom se termine par len. Ce qu'il me faut, c'est une fonction qui va dire, pour chaque nom de colonne, si elle respecte mon critère. Et c'est exactement ce que me renvoie ce ends with, qui est en fait une fonction qu'on peut appliquer à n'importe quel nom, et qui va déterminer si ce nom se termine par len ou pas. Donc, ends with, c'est vraiment une fonction, quelque chose qu'on peut appeler. Ensuite, on peut lui donner un argument qui est par exemple simple length. Et là, ça renvoie true parce que ce nom se termine par length. Donc, dans ce cas-là, on va sélectionner cette colonne. Tandis qu'une autre colonne, par exemple, aura comme nom petal width. Et là, ça ne se termine pas par length. La fonction qui est renvoyée par ends with length va renvoyer faux pour cet argument. De telle sorte qu'on ne récupère que les 2 colonnes qui nous intéressent. Donc, c'est vraiment comme les lambda en Python. Donc, ma syntaxe Python est un peu plus rouillée, mais grosso modo, ça ressemblerait à ceci. Donc, si X est une chaîne de caractères, donc, grosso modo, cette ligne Julia et la ligne en Python d'après sont équivalentes. Si ça vous aide un petit peu. Je ne vais pas l'exécuter parce que là, évidemment, ça va faire de gros problèmes. Tant que j'y suis, je peux aussi vous montrer la syntaxe pour une lambda en Julia. Et là, on va utiliser une flèche. Donc d'abord, l'argument, une flèche, puis ce qu'on renvoie. Pour voir si X se termine par len. Donc voici 3 manières équivalentes d'obtenir la même fonction, une en Python et 2 en Julia. C'est déjà un peu plus clair? Oui, merci. Ok. Merci, ouais. On peut utiliser le même genre de syntaxe que précédemment pour, par exemple, réordonner les colonnes.
Donc ici, on peut mettre la colonne species en premier et puis tout ce qui n'est pas species après. Dans ce cas-là, DataFrames va directement remarquer qu'on tente de mettre des colonnes en double et évite de… Non, en fait, il ne détecte rien du tout ici. Donc, il va juste mettre les colonnes comme il le faut. Mais pour les histoires de doublons, il n'autorise pas qu'on sélectionne plusieurs fois la même colonne, que ce soit implicitement dans ses arguments. Donc ça, c'était pour les premiers jeux avec la fonction select dans un data frame, juste pour que c'est un petit peu la tête que l'on veut avant de faire des analyses plus poussées. On peut aussi transformer ces données pour en calculer des choses bien plus intéressantes. Par exemple, on peut calculer la moyenne de la colonne petal length sur tous les éléments. Dans ce cas-là, on va utiliser la fonction combine, qui, comme son nom l'indique bien, cherche à combiner tous les éléments en une seule valeur. Donc, elle prend en argument le data frame sur lequel on va jouer, et puis, on va spécifier ce qu'on veut comme transformation avec au centre une flèche. À la gauche de la flèche, on a le nom de la nouvelle colonne, de la colonne à traiter, et à droite, la fonction à appliquer. Et puis, la fonction va générer elle-même le nom de la nouvelle colonne, qui sera la concaténation des deux dans ce cas-ci. Donc, on récupère encore un objet data frame, ce n'est pas juste une valeur scalaire, mais pour obtenir la valeur scalaire, il suffit de prendre la première ligne, première colonne de ce data frame, et on obtient la moyenne qui vaut 4,03. Pour juste les trois éléments qu'on avait sélectionnés au début. Maintenant, c'est bien de calculer juste une valeur, mais on peut aussi vouloir créer de nouvelles colonnes dans son data frame, parce que le feature extraction et ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on fait énormément en pratique. Donc pour ça, on peut utiliser la fonction select, qui va utiliser la même syntaxe que précédemment. Exactement comme combine, on va donner ce qu'on veut comme nouvelle colonne, et ça va renvoyer la valeur. Donc ici, on fait la moyenne sur l'ensemble des lignes. Ça, c'est ce qui se passe quand on veut faire juste une opération sur tout le jeu de données. Ce n'est pas forcément la chose qui a le plus de sens. Et si on veut ajouter cette colonne aux autres colonnes de l'iris, je vais en parler juste après, il y a une autre fonction qu'on peut faire. Oui, qui est transform. Et là, on peut ajouter une nouvelle colonne qu'on calcule. Mais je ne vais peut-être pas parler forcément de cette fonction-là maintenant. La syntaxe que je montre là est un peu plus compliquée. Donc, si on veut faire la somme de deux colonnes, on utilise toujours la syntaxe avec cette flèche, avec à gauche les arguments et à droite l'opération qu'on va appliquer. Donc ici, on veut prendre deux colonnes, la longueur et la largeur du pétale, disons, et on va appliquer une fonction qui fait la somme entre les deux colonnes. Et ça nous donne une nouvelle colonne qui est juste la somme des deux. Donc là, on a appliqué la fonction plus sur chacun des éléments des deux colonnes, élément par élément. Si on veut faire des opérations un peu plus compliquées, il va bien falloir à un moment utiliser une lambda. Et dans ce cas-là, la lambda qu'on va écrire va devoir gérer à chaque fois les vecteurs complets pour chacune des colonnes. Ce qui est absolument essentiel niveau performance, parce que sinon on va faire des millions d'appels de fonctions, alors qu'on pourrait juste faire des opérations de manière vectorielle sur toutes les données d'un coup, exactement comme avec NumPy. Donc, par exemple, on va dire que j'ai envie de diviser la somme de ces deux colonnes par leur différence. Donc, j'écris une lambda qui prend deux arguments, la longueur et la largeur, une petite flèche pour dire qu'elle renvoie une valeur, puis l'expression que je veux calculer, c'est-à-dire la somme des deux valeurs divisée par leur différence. Ici, il y a un petit point devant les plus, moins et slash, c'est pour dire qu'on applique l'opération sur chaque élément un par un. Parce que si on met juste plus, il va tenter de faire l'opération des deux vecteurs, jusque-là ça a un sens, mais diviser un vecteur par un vecteur, c'est un petit peu plus tendu pour la définition. Donc ici, quand on met un point slash, ça veut dire qu'on va diviser les deux vecteurs élément par élément. On va faire un nouveau vecteur dont la première valeur, ce sera
la valeur du premier vecteur divisée par celle du deuxième, et ainsi de suite sur tout le tableau. Ça va jusque-là? Ça va. OK. On peut utiliser le même genre de syntaxe pour calculer plusieurs valeurs avec plusieurs colonnes. Donc, dans ce cas-là, on va encore faire une utilisation du point pour dire qu'on va appliquer plusieurs fonctions sur toutes les colonnes. Ici, pour faire le minimum et le maximum. Donc, on va calculer le minimum du premier argument, maximum du deuxième. Dans certains cas, on veut utiliser une fonction qui n'est pas prévue pour fonctionner sur toute une colonne d'un coup. Et quand on a une telle fonction, en général, on a une erreur. Donc ici, on a l'erreur. Quand on sait ce qu'on cherche, on voit qu'on tente de calculer la racine carrée d'un vecteur. C'est quelque chose que, pour Julia, n'est pas très, très bien défini. Mais on peut utiliser l'option by row pour dire qu'on veut appliquer cette fonction-là élément par élément. Donc, au lieu juste de mettre la racine carrée à droite de la flèche, on met by row et la racine carrée. Donc là, on applique cette fonction-là sur chacun des éléments. Le point n'aurait pas marché là. Le point aurait pu marcher. SQRT, là. Si, SQRT, point, ça aurait pu marcher aussi. Mais quand on a une expression plus compliquée, on ne sait pas toujours où mettre les points et ce n'est pas toujours possible non plus. Si on veut produire plusieurs valeurs avec une même colonne, ou plusieurs colonnes comme on vient de le faire, on peut renvoyer cette fois-ci un tuple plutôt qu'une valeur scalaire pour chaque application de la fonction. Et il faut aussi utiliser la petite syntaxe ici, as table, pour dire qu'on renvoie une table et que la colonne ne doit pas contenir le tuple. Donc dans ce cas-là, ici je calcule par exemple la longueur et son carré pour faire deux nouvelles colonnes. Donc c'est une fonction que j'applique ligne par ligne qui prend en argument la longueur du pétale et qui renvoie deux valeurs sous la forme d'un tuple, la longueur et son carré. Le by row là, est nécessaire parce que ça me rappelle celle où Exactement, oui. la différence, où il n'y avait pas eu le by row. Quelque chose me dit qu'on peut même s'en passer. Non. Parce qu'il y a une histoire de parenthèse, je ne sais plus exactement comment ça doit se mettre ici. Oui, parce qu'ici, le problème dans la syntaxe, c'est ce as table parce qu'on renvoie plusieurs valeurs. D'accord. Il y avait une question. Oui. Alors, hop, je l'ai raffichée. Ça a disparu. Je crois que c'est fini. Oui, c'est ça, oui. J'avais des questions. Est-ce qu'on peut utiliser Oui. le by row avec une fonction qu'on a définie soi-même, avec un nom de fonction, en fait? Oui, aucun problème. C'est exactement ce qui se passe ici avec la racine carrée. Certes, c'est une fonction qui est fournie en standard dans Julia, mais ça peut être une fonction qu'on définit soi-même à côté. Ok, merci. Donc, pour revenir sur la question... Oui. Oui, c'est une question sur le flash as table. Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'on récupère le résultat et en fait on dit ensuite as table entre parenthèses le résultat plutôt que de faire le. Parce que là on a l'impression que c'est une fonction en fait. On fait de transformation. En fait, c'est plutôt une suite de transformations. Ok, c'est ça. Okay. Donc d'abord, on prend la colonne, on applique une première transformation ligne par ligne, et puis on retransforme en tableau. Ok, ok. Donc pour revenir à la question de Xavier, on peut utiliser ce genre d'opération pour ajouter une colonne plutôt que récupérer juste les nouvelles colonnes. Là, on remplace la fonction select par la fonction transform. Sinon, c'est exactement la même syntaxe. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir juste les nouvelles colonnes qu'on crée, on a toutes les colonnes précédentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les nouvelles colonnes que l'on vient de créer n'ont pas un nom très sympathique, c'est-à-dire X1, X2. On peut faire un petit peu mieux en utilisant cette fois-ci la syntaxe des tuples nommés, c'est-à-dire que pour un tuple, on ne va plus avoir le premier et le deuxième élément, mais l'élément PL et PL carré, par exemple. Donc maintenant, les colonnes ont les noms qu'on leur a donnés, ce qui est quand même beaucoup plus sympathique si on doit travailler dessus. Donc, pour résumer, Il n'y a pas besoin de mettre de
guillemets, il reconnaît que c'est un nom. Oui, il reconnaît que c'est un nom, oui. Tant que ça n'a pas des noms trop à l'ouest. Parce qu'en fait, quand on utilise un tuple, on peut vraiment utiliser le nom qui est là dans le code, sans guillemets, rien du tout. Il y avait encore une question? On disait, du coup, c'est une transformation de tuples. Ouais. Oui, c'est Iris qui est lui-même modifié. Non. Donc, on renvoie toujours un nouveau data frame. Si on veut le modifier, on peut utiliser un point d'exclamation au niveau de transform. Ça, c'est quelque chose qui est appliqué à peu près uniformément dans tout l'écosystème Julia. Quand il n'y a pas de point d'interrogation, d'exclamation, on ne va pas modifier les arguments. Et ça veut dire que pour l'avoir dans un nom, il faudrait. Donc ici, si on veut récupérer, on peut, Tu fais peut créer une nouvelle variable iris2, par exemple. Donc jusqu'ici, on a utilisé 3 fonctions pour traiter des données, qui sont combine pour fusionner toutes des lignes, ou comme on va faire juste après, un groupe. Select pour faire des sélections, avec juste les colonnes qu'on a mentionnées, ou alors transform pour ajouter des colonnes au data frame, toutes celles qu'on donne en argument. Donc voici pour la première partie des transformations de données. Il y a encore l'une ou l'autre question dessus? Parce qu'après, on va partir sur la partie que les étudiants détestent avec SQL, c'est-à-dire group by. Parce que ce n'est pas forcément très intéressant de juste faire des opérations ligne par ligne, mais parfois, on veut étudier ce qui se passe groupe par groupe. Donc ici, on fait un group by sur le jeu de données qui est Iris, et on va faire des groupes espèce par espèce. Donc, il y aura d'abord le premier groupe pour un Setosa, un versicolor, etc. Ensuite, sur ce data frame, parce qu'on a des groupes, donc on n'a pas forcément encore les informations qu'on veut, on va grouper les valeurs, on va combiner les valeurs groupe par groupe pour en calculer la moyenne. C'est-à-dire qu'ici, on a un premier data frame qui est calculé par group by, puis on fait un deuxième data frame par-dessus pour calculer la moyenne groupe par groupe. Ce qui donne ici pour chaque catégorie, et on a la moyenne pour chacune des variables. Donc ici, on a un petit peu combiné tout ce qu'on avait vu auparavant, c'est-à-dire sélection des colonnes avec un prédicat, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas une espèce, puis une transformation pour chacune des colonnes, d'où le point flèche, et puis l'opération mille. Je suis entièrement d'accord avec vous, cette syntaxe n'est pas forcément très lisible, parce que si on doit enchaîner une série d'opérations, on va avoir un niveau d'indentation fou, ce ne sera pas très lisible. D'où il est très souvent recommandé d'utiliser le paquet chain avec les data frames, qui permet de travailler de manière beaucoup plus sympathique. Donc ici, on fait un @chain, puis le data frame qu'on veut, et puis entre un begin et un end, on va mettre chacune des transformations qu'on veut effectuer, en omettant le premier argument qui est censé être un data frame, parce qu'il va être implicite dans ce bloc-ci. Donc là, on va commencer par un group by, et puis une combinaison. Ce qui donne en fait exactement le même résultat, encore heureux. Donc, plus en détail, chain, en fait, est une macro. C'est vraiment le même genre de macro qu'on va retrouver en Lisp, qui peut effectuer une réécriture complète du code pour que la syntaxe soit beaucoup plus agréable que d'écrire ce qu'on avait écrit juste avant. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous montrer sur les data frames. Je ne sais pas si vous avez des questions encore dessus. Sinon, on va pouvoir passer à la troisième et dernière partie qui parle de graphes. Encore une partie où je vous avais montré, on voit que Julia a une extrêmement bonne performance par rapport à ce qui se fait notamment en Python, même quand on appelle une bibliothèque C++ derrière. Donc l'écosystème standard actuel en Julia, c'est autour du paquet graphs.jl, qui a été renommé il n'y a pas si longtemps depuis Light Graphs. Il y a tout un écosystème de paquets, de telle sorte que dans graph.jl, on a juste un graphe très classique avec toute une série d'algorithmes. Si on veut, par exemple, avoir un graphe pondéré, c'est dans un autre paquet. Si on veut ajouter d'autres types de métadonnées,
que ce soit au niveau d'une arête, d'un nœud ou même du graphe, on a encore un nouveau paquet, MetaGraphs. Il y a une nouvelle version qui est en cours de préparation. Elle n'est pas encore finalisée, mais tout à fait utilisable si vous préférez pour le moment. Il y a encore beaucoup d'autres paquets dans cet écosystème. Par exemple, j'utilise ici GraphPlot pour faire des graphiques de graphes. Il y a encore d'autres paquets pour calculer des flows qui ne sont pas inclus dans le paquet initial parce qu'il y a beaucoup plus de dépendances. Donc, on va faire un premier graphe, un graphe dirigé, 4 nœuds, un graphe complet avec toutes ses arêtes. On appelle le constructeur complete digraph avec le nombre de nœuds. Si on ne voulait pas un graphe dirigé, on enlève le die de cet appel de fonction et on a juste un graphe non dirigé. Ensuite, on peut utiliser gplot pour afficher ce graphe. Donc, j'utilise l'argument nodeLabel, comme ça on a un petit nom pour chacun des nœuds du graphe. Ce sera beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Donc, le premier appel à un graphique est souvent plus lent parce qu'il doit charger beaucoup de choses derrière, une bibliothèque C complète. Les suivants sont beaucoup plus rapides. Et voici notre premier graphe complet. Bon, jusque-là, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. On peut aussi créer un graphe vraiment étape par étape. D'abord en ajoutant le nombre de nœuds qu'on veut, puis chaque arête, avec les fonctions addVertex, point d'exclamation, puis addEdge, point d'exclamation. Donc ici, à chaque fois, le point d'exclamation indique qu'on modifie le graphe. Donc on fait une petite boucle pour créer la même chose, c'est-à-dire chaque nœud, puis chaque arête, à chaque fois pour chaque paire de nœuds, avec une condition pour dire que les deux nœuds doivent être bien distincts. Donc ce code est strictement équivalent à ce qui se fait au-dessus, c'est juste qu'il est beaucoup plus compliqué, mais si vous devez créer votre propre graphe, c'est de cette manière-là qu'il faudra probablement procéder ou charger un fichier. Alors je sais que l'affichage des deux graphes n'est pas du tout identique, mais ça c'est parce qu'à chaque fois, gplot recalcule la position de chacun des nœuds. Vous pouvez aussi l'imposer avec un argument layout, si vous voulez. Pour faire quelques analyses de graphes, vous avez déjà une autre question sur l'API très standard de graphes? On va passer sur un graphe un tout petit peu plus intéressant pour faire l'une ou l'autre analyse assez basique, qui ressemble grossièrement à une maison. Donc ça, à mon avis, tous les enfants ont déjà tenté de dessiner une maison en passant une seule fois sur chaque arête. C'est exactement ce graphe-là. Donc ici, j'utilise deux arguments qui sont nodeLabel pour afficher le nœud dans chacune des arêtes, ici dans les boîtes bleues, et edgeLabel pour avoir un nom sur chacune des arêtes. On peut calculer, par exemple, une mesure de centralité pour voir à quel point chaque nœud dans ce graphe est central. Donc, vous voyez cette jolie expression? Donc, ce que je cherche à obtenir, c'est une indication pour chaque nœud de son degré de centralité. Donc, la centralité, je l'obtiens avec ici betweenness centrality. Mais c'est juste un vecteur qui correspond à chaque nœud implicitement. Mais j'aimerais plutôt une représentation avec des tuples pour avoir le numéro du nœud et sa centralité. Donc, j'utilise un itérateur zip qui fait exactement la même chose qu'en Python, c'est-à-dire que je prends deux itérateurs, puis je fais le tuple pour les éléments qui se correspondent. Donc, le tuple du premier élément, premier vecteur, premier élément du deuxième vecteur. Puis un deuxième tuple, deuxième élément de chaque vecteur, et ainsi de suite. Pour finir, un collect autour de ce zip pour créer un vecteur, parce que si on ne met pas le collect, on récupère juste un objet itérateur. Certes, c'est très pratique pour les calculs, mais ici, pour l'afficher, je préfère quand même un vecteur. On peut utiliser cette info de centralité pour changer la taille dans les nœuds. Donc, par exemple, on peut ajouter ici l'argument nodeSize pour la taille de chaque nœud, qui est toujours un vecteur qui donne la valeur qu'on va ajouter. Donc, pour éviter d'avoir des nœuds qui sont trop petits, j'ajoute un 0,15 ici à chaque valeur de centralité, point plus pour dès que j'effectue l'opération sur chaque élément de centralité. Donc ici, on voit que les nœuds 3 et 4 sont beaucoup plus gros que les autres. Tant qu'on y est pour faire un petit peu des graphiques, on peut aussi utiliser des couleurs pour le représenter. C'est quand même beaucoup plus lisible. Donc, il y a un paquet en Julia qui s'appelle Colors
qui permet d'utiliser les couleurs en donnant juste leur nom. Ici, light, sea green et orange, avec un petit colorant devant la chaîne de caractères. Donc, ce colorant, ça permet d'appliquer une fonction sur la chaîne de caractères automatiquement, avec une syntaxe un peu plus sympathique que si on faisait un appel de fonction. Ensuite, une compréhension de liste ici qui permet de dire pour chaque nœud dans le graphe la couleur qu'on veut lui appliquer, soit la numéro 1, soit la numéro 2. Donc, on vérifie d'abord si la centralité est supérieure et égale à 0,15. Je convertis ce booléen en un entier, 0 ou 1 selon la condition respectée, plus 1 parce que les indices commencent à 1 en julien, et ça nous donne un indice dans le tableau des couleurs que l'on peut ensuite utiliser dans Gplot avec ce node fill C pour changer la couleur qu'on affiche pour chacun des nœuds. Donc ici, on voit que les nœuds 4 et 3 ont une centralité qui est supérieure à 0,15 et les autres non. Donc voilà, ça faisait une petite heure et demie de vraiment introduction très très générique à Julia. Donc je n'ai vraiment pas été dans les détails, je voulais juste vous montrer ce qu'il était possible de faire avec une syntaxe assez agréable, comparable à ce qu'on peut avoir en Python par exemple, tout en ayant tous les avantages de Julia, c'est-à-dire surtout la rapidité. Donc si vous avez encore des questions, bon, c'est le moment, c'est l'instant. Oui, j'aurais une question plutôt sur la première partie. Vas-y, Pierre. Okay. C'est Pierre, vas-y. Oui, je reviens peut-être un peu sur la première partie, mais j'ai un peu réfléchi pendant toute la présentation. Ouais. Julia est présenté comme un langage à typage statique, ce qui explique sa rapidité par rapport à Python. Cependant, on a vu que en fait, on pouvait changer le type d'une variable si on fait une affectation. Oui. Donc, j'imagine que pour garder la rapidité, il doit y avoir un certain nombre de règles quand même à suivre. Oui, effectivement, ça s'appelle la stabilité des types. Donc, si on a une variable qui commence à changer de type tout au long de l'exécution, oui, ça peut poser des petits problèmes au compilateur. Mais le plus gros problème, c'est les fonctions qui peuvent renvoyer plusieurs types et qui ne sont pas forcément très compatibles. Donc, en Python, il y a un truc qui est très classique, c'est de renvoyer none quand on n'a pas de valeur de retour ou une erreur ou une autre valeur. En Julia, c'est vraiment le genre de construction qui risque de faire des problèmes de performance. D'accord, merci. Même si depuis, ça a été beaucoup optimisé. Donc, c'est exactement ce qui est utilisé pour les valeurs manquantes. Et ça fonctionne vraiment extrêmement bien pour le moment. Donc, c'est un cas qui a été beaucoup optimisé, mais idéalement, c'est mieux de l'éviter. Il y a un équivalent de NaN en Julia ou... C'est-à-dire la valeur manquante, oui, qui s'appelle missing, qui se propage exactement comme on attendrait une valeur manquante dans un jeu de données. Donc, n'importe quoi plus missing, ça vaut missing, par exemple. Je vais rester sur la performance en regardant global. C'était pas ma question initiale, mais il y a fait penser. Est-ce que d'un point de vue plutôt débutant, Julia conserve des très bonnes performances? Je prends l'exemple de Python. Si je commence à faire tourner une boucle sur un data frame, on est quand même très loin des performances possibles qu'on peut accepter par exemple avec du NumPy quand on commence à maîtriser NumPy pour appliquer sur des tableaux. Est-ce que Julia, même dans l'apprentissage, on va dire les utilisations les plus simples, sans faire des boucles for dans tous les sens, est-ce qu'il conserve un très bon niveau de performance ou est-ce qu'il faut vraiment... Il conserve quand même un bon niveau. Parce qu'en fait, on a vraiment un compilateur LLVM complet qui tourne entre le moment où on tape son code et où il est exécuté. Donc, il y a beaucoup de passes d'optimisation qui sont faites pour garder un bon niveau de performance. Maintenant, si on veut atteindre le top, là, il faut vraiment écrire son code pour la performance. Julia ne va pas changer grand-chose d'atteindre. Il faut quand même le faire. C'est juste qu'on va rester dans le même langage. Et ta première question? L'autre question, c'était sur la syntaxe du graphe. Oui. Quand tu itères sur les noyaux pour calculer leur centralité. Oui. Ceci. Du coup, là, on le connecte pour le retourner. Et j'arrive pas à voir le betweenness centrality. Il y a vraiment deux valeurs? Non, une seule. Une seule par nœud. Donc en fait, il renvoie un vecteur.
Le 1 de pouvoir S2, s'il sert à clé. En fait, c'est encore une fois un itérateur Ok, c'est bon. qui renvoie les valeurs entre 1 et le nombre de nœuds qu'on a dedans. Donc, c'est un range jusqu'à NV en Python. Ok. Merci. Il y a une question de Jean-Claude qui parle de est-ce que Julia peut se comparer à R pour l'écosystème en termes statistiques? Il y a énormément de choses en Julia quand même. Maintenant, R, c'est difficile à dépasser. Mais il y a, par exemple, toutes les distributions statistiques qu'on va voir, tous les tests qui sont déjà implémentés. Donc, il y a déjà largement de quoi faire en Julia. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont mis sur la programmation probabiliste, en se basant sur tous les efforts de programmation différenciable avec Flux.jm. Ok, merci. En fait, peut-être pour préciser la question, Oui. est-ce que du coup, Julia, pour ça, pour la partie statistique, est plus unifiée que Python? Parce qu'en fait, en Python, on peut faire de la statistique, mais c'est pas, il n'y a pas un écosystème aussi développé. Ben, si ma mémoire est bonne, ça s'appelle Julia Stats, qui fait énormément de paquets. Vraiment, tout ce qui s'appelle statistique, c'est une même organisation, donc un même groupe de développeurs qui développent tous les paquets. Et en général, ça suit une interface assez unique. Ok. Pour autant que ça ait Merci. du sens. Bon. Alors, il y a Philippe qui voit aussi le site juliapackage.com, c'est ça? Qui donne une idée des possibilités. Oui, donc ça, c'est une interface sur le dépôt principal de paquets. Oui. On peut voir vraiment chaque paquet. Donc, on va peut-être prendre CUDA, par exemple, pour des calculs sur GPU. Donc, on voit la description du paquet, ce qui se retrouve aussi sur GitHub. Donc, on peut accéder facilement au paquet. Je pense qu'on peut aussi voir les dépendances et ce genre de choses dessus. Oui. Donc, tous les paquets que CUDA utilise, mais aussi tous ceux qui utilisent CUDA. Ça fait aussi un gros paquet de paquets. Oui. Donc oui, c'est une très bonne manière d'explorer tout ce qui se fait dans l'écosystème. Mais ça ne fait vraiment que les paquets qui sont enregistrés et installables très facilement en Julia. C'est-à-dire à peu près tous. J'avais une question justement sur ça. Qu'est-ce que c'est la logique par rapport à d'autres langages comme Python? Est-ce que l'idée de Julia, c'est de couvrir l'intégralité et à quelle vitesse en fait? Mais ça dépend surtout de la communauté, parce que les développeurs principaux de Julia ne vont pas chercher à réinventer la roue 36 fois si ça n'a pas d'intérêt. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est super facile d'appeler du code en C, en R, en Python. Il y a déjà des paquets qui le font extrêmement bien. Maintenant, la communauté souvent se dit que ce serait bien de réimplémenter beaucoup de choses parce qu'on peut alors profiter de tous les avantages du langage. Par exemple, pour des méthodes de calcul, en général, on fait appel à du code en C qui va dire qu'on fait uniquement des calculs sur des nombres flottants sur 64 bits. Si on a le même code en Julia, on peut lui donner un flottant sur 32 bits ou sur 128, comme ça on peut avoir soit un calcul plus rapide, soit un calcul plus précis. Donc ça, c'est l'avantage de réimplémenter les choses en Julia. Mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait tellement souvent. C'est clair, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, merci. De rien. Eh ben, merci beaucoup, merci Thibaut, c'était très clair. Et je pense qu'on a une bonne introduction à Julia. Donc, si vous avez envie, alors je ne sais pas si Thibaut, toi, tu auras envie d'aller plus loin, mais si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous manifester. Avec des sujets plus spécifiques à aborder. Parce que là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu sciences des données, mais vraiment très générique. Merci Jean-Claude. Voilà, en tout cas, voilà donc pour la première partie et l'introduction. Si effectivement vous avez envie de creuser certains sujets, n'hésitez pas à vous manifester. Ça donne envie d'essayer quoi, du NLP, des graphes, d'accord? Oui. Pourquoi pas du NLP?
Et vous retrouverez les notebooks, on pourra les mettre sur sur le GitHub, de toute façon, vous les avez, mais voilà, la vidéo en ligne, si vous avez aussi envie de revoir et de reprendre le temps des explications. Oui. Oui, ce sera nécessaire pour moi en tout cas. Merci, c'était très très intéressant. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci pour Thibaut. Et puis, merci beaucoup. à bientôt pour le prochain atelier qui doit être là.